Donc, tout d'abord, bonjour, merci d'être présente pour ce débat matinal. Donc, je commence par une courte introduction. Donc, Claire Peverne, vous êtes directrice de l'Institut régional de développement du sport et de l'Institut de Paris Région. Et Patricia Pelou, vous êtes directrice adjointe de l'atelier parisien d'urbanisme APUR, qui est l'agence d'urbanisme de Paris. Donc, merci à vous d'être là. Et donc, du coup, moi, c'est Louise Perrin et je suis étudiante comme Adrien au sein de l'ICP. Donc, c'est une école de journalisme dans le 13e arrondissement. Et ce matin, je vais animer le débat dans le cadre de notre enquête de fin d'année, en fait. C'est une enquête qu'on a fait sur 6 mois avec une problématique qui est le sport, la pratique sportive avec la pollution parisienne. Donc, ça concerne vraiment que la capitale. Et du coup, on a dérivé sur ce débat-là. Du coup, je vais laisser la parole à Adrien qui va faire une petite chronique qui résume en partie notre problématique de l'enquête générale. Donc, merci Louise. Donc, bonjour à Louise, bonjour à vous, mesdames. Alors oui, on dit que la pollution est partout dans la ville et même dans nos campagnes. Vous le savez, je ne vous apprends rien du tout. Pour rappel, en France, la pollution a été l'an dernier coupable de plus de 48 000 décès, un chiffre qui chaque année ne fait malheureusement qu'augmenter. Appréciant beaucoup la pratique sportive comme vous pouvez le voir aujourd'hui, avec mes confrères, on s'est posé une question assez simple et banale. Peut-on faire du sport et être en bonne santé dans un milieu urbain? Eh bien, ma chère Louise, ce n'est pas aussi simple qu'on le pensait. Après avoir rencontré le médecin du sport Michel Brignot et le célèbre pneumologue Gilles Dixot, on constate que de nombreux risques nous entourent. Notre équipe s'est d'abord rendue dans un stade tout près du périphérique parisien, où de jeunes footballeurs ont déjà contracté de nombreux problèmes respiratoires. La proximité avec le périphérique parisien est tout de suite mise en cause. On en reviendra dans le débat. Ensuite, nous avons enquêté sur les solutions proposées pour lutter contre cette pollution. Prenons exemple des masques, et notamment ceux anti-pollution qui ne le sont pas tellement au vu des enquêtes menées par des spécialistes. En résumé, les solutions actuelles sont trop faibles et les solutions nouvelles sont trop chères. Un dilemme encore à résoudre. Enfin, nous terminons par une étude dans les salles de sport. Vous savez, ces endroits où les athlètes suivent des heures entières dans un espace clos avec très peu de ventilation. Eh ben, ils se pensaient à l'abri de toute pollution et au final, ce n'est peut-être pas la bonne solution. En effet, la pollution intérieure frappe les salles de sport depuis de nombreuses années. La France est loin derrière des pays comme la Suisse niveau hygiène des salles, pays qui a tout de suite instauré des règles très strictes sur les produits utilisés. Ces mauvais entretiens jouent d'abord sur la santé des athlètes, qui ont du mal à bien se ventiler et peuvent avoir des problèmes respiratoires pouvant aller jusqu'à de l'asthme. Enfin bref, pratiquer le sport en ville, c'est compliqué. Mais comme le rappellent tous les médecins, faire du sport, même en zone polluée, sera plus bénéfique que la non-pratique. Alors maintenant, qu'est-ce que vous attendez pour aller faire du sport en ville? Sortez jogging, basket, serviette, mais attention, toujours protégé. Sortez couvert, Louise. Merci Adrien. Donc pour répondre à notre problématique qui est peut-on pratiquer une activité sportive avec la pollution, en ce que ça comporte de risques et de précautions, nous nous sommes intéressés aux infrastructures sportives de Paris et parmi elles les stades autour du périphérique. De ce fait, notre sujet de débat est axé sur la responsabilité des urbanistes dans ces infrastructures et lieux sportifs. Notre institut travaille, on va dire, sur l'ensemble de la région Île-de-France, à l'exception peut-être de Paris, où la PUR a historiquement travaillé sur ce territoire. Mais moi, mon métier à l'Institut régional de développement du sport, associé à l'Institut Paris Région, qui est effectivement une agence d'urbanisme d'environ 200 personnes, c'est plutôt d'être en amont justement sur des études plus sociologiques qui s'intéressent à la demande en pratique sportive des Franciliens. Oui, donc en fait, on travaille à la fois sur Paris et sur la métropole du Grand Paris. Le rôle de l'agence d'urbanisme, c'est de documenter, d'observer, de faire de l'analyse urbaine, à la fois sur les tendances passées et aussi de faire des évolutions, des tendances prospectives. Donc en fait, on propose des éléments. Donc bien sûr, sur la question de la ceinture verte, on travaille depuis de nombreuses années sur ce secteur. Donc les études, elles vont porter à la fois sur les questions de nature, sur les questions de mobilité. Après, il y a à l'occasion de chacun des projets des concertations, des enquêtes publiques. Donc là, en France, il y a des enquêtes. À l'occasion de chacun des projets, il y a aussi l'autorité environnementale qui instruit
les différents dossiers. Donc, je dirais que le citoyen, il peut être aussi acteur, je dirais à la fois individuel et aussi en lien avec les projets. Et est-ce que vous observez une tendance verte, donc tournée vers l'écologie? On en entend beaucoup parler par rapport au projet d'urbanisme. Alors, les questions d'environnement, en tout cas de l'environnement, de la qualité résidentielle, c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent aujourd'hui. C'est sûr, c'est une attente des citoyens qui est aussi portée par de nombreux élus. Donc c'est lié à la fois aux questions de pollution, il y a aussi les questions d'accès à la nature, de services qui sont offerts. Et donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est beaucoup plus présent. Et puis je rajouterais que sur la question des pratiques sportives, comme l'a dit Patricia, il y a aussi une demande très nette d'activités, alors on va dire de plein air, mais c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas en extérieur. Enfin, Patricia pourrait certainement expliquer pourquoi on se retrouve à Paris avec des stades qui sont sur le périphérique. C'est sûr que maintenant, probablement, les choses seraient faites autrement. Le périphérique va aussi évoluer. Alors, je sais pas, retisser des liens entre la banlieue et Paris. Enfin, voilà, tout ça, c'est des choses aussi qui sont héritées et que les urbanistes essayent de faire évoluer, mais ça prend aussi beaucoup de temps. On ne défait pas comme ça un héritage aussi important. Et Patricia, justement, vous pouvez nous expliquer les tendances passées, comme vous êtes, vous êtes documentée sur les tendances passées. Donc, pourquoi les stades ont été construits en périphérie? Alors, en fait, c'est vrai que l'histoire est très intéressante en fait sur cette question-là, puisqu'en fait la ceinture verte, vous savez, elle a été donc c'est la bande qui est entre les boulevards des Maréchaux et puis les limites des communes riveraines, était le site d'une ancienne enceinte militaire qui a été donc démolie, et le projet de la ceinture verte, il date du début du XXe siècle. Donc, en fait, bien avant que le périphérique soit là. Donc le projet d'aménagement, notamment celui qui a été élaboré par Louis Boni. Ce projet qui est très important au niveau urbain de ceinture verte, il date de cette période-là, d'avoir sur l'ensemble autour de Paris cette ceinture qui est en limite, qui est en connexion aujourd'hui et qui s'articule avec les grandes promenades régionales et les bois. Il prévoyait des stades, des squares, des promenades en même temps que la ceinture des HBL. C'est pas tant est-ce que les urbanistes et on va dire les politiques publiques, les décideurs sont responsables de la santé des sportifs, mais par contre on pourrait dire qu'ils sont responsables de la santé de leurs citoyens. C'est-à-dire par les décisions qu'ils prennent d'aménagement, soit par l'apaisement de certaines voies urbaines énormes qui arrivent dans les villes, soit parce qu'on sait maintenant que les grands enjeux sur la lutte contre la sédentarité et le besoin de faire bouger de manière importante les gens face à une sédentarisation très forte, la manière dont on aménage la ville, la possibilité de générer des mobilités actives, le fait de préférer marcher plutôt que de prendre sa voiture même sur des petites distances, voilà, de favoriser la prise d'escalier, de favoriser, voilà, ça c'est aussi faire une ville qui prend en compte un fléau actuel qui est une sédentarisation très forte de nos sociétés avec des conséquences assez importantes sur des maladies chroniques. Et donc là, on peut dire qu'en fait, oui, selon les décisions, les conseils que vont apporter les urbanistes sur la production de cette ville et la manière dont ensuite ça va générer des décisions ou pas, oui, là, on a une responsabilité. Mais... Ouais, j'imagine bien. Et Patricia Pelloux, si je ne me trompe pas, vous êtes une fine connaisseuse des infrastructures liées au JO, c'est bien ça? Oui, j'ai travaillé pendant 2 ans en tant que responsable des sites au comité de candidature. D'accord. Et vous travaillez sur les JO 2024? Oui, côté en fait à Pure, on accompagne les collectivités, et notamment Paris et la Seine-Saint-Denis, dans le cadre de la convention Paris-Seine-Saint-Denis sur un certain nombre d'actions et notamment sur les questions d'héritage. D'accord. Et du coup, vous avez un lien avec les nouvelles infrastructures? Est-ce que vous connaissez même le lieu de ces nouvelles infrastructures et l'aménagement de celles-ci ou pas? Alors, en fait, la candidature, elle a vraiment été faite de telle sorte de s'appuyer sur les sites existants.
donc sur les sites sportifs, les grands équipements qu'on a dans la métropole, pour construire un minimum d'infrastructures. Donc ça, c'est vrai que c'est important parce que ça s'inscrit dans le cadre aussi de l'agenda 2020 du CIO, qui a été réalisé donc il y a quelques années. Si auparavant, il y avait le besoin de faire un grand parc unique avec beaucoup d'équipements, aujourd'hui, on peut se permettre de s'appuyer sur des sites qui sont multiples et existants. Donc finalement, il n'y a que 2 grands équipements qui sont construits, sites de compétition. Il y a la piscine olympique qui sera construite face au Stade de France parce que, il y a, un manque de piscines. Claire pourrait parler, du plan nager. En tout cas en Seine-Saint-Denis, il y a un manque, de piscines pour notamment l'apprentissage de la natation, pour les scolaires, puisqu'il y a un enfant sur 2 qui ne sait pas nager quand, il arrive en 6e. Il manque des créneaux. Donc là, ça répondait à un besoin. Et puis l'autre équipement qui est construit, il est justement dans la ceinture verte à la porte de la Chapelle, c'est l'Arena. Aujourd'hui, il y a le sujet de l'urgence climatique et les questions d'environnement qui sont très présents dans nos 2 programmes d'ailleurs, hein.